Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien malgré le fait que c'est les soldes en ce moment. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui sont délestés un peu plus tôt, qui doivent être plutôt satisfaits de la situation. Il y en a d'autres qui étaient peut-être encore un petit peu engagés, que ça encombre un petit peu plus. Nonobstant, on va aujourd'hui, maintenant que le marché a enfin pris une décision, on va refaire une analyse on-chain, on va regarder un peu quel est le contexte dans lequel on s'ancre maintenant, quelles sont les dimensions les plus importantes à observer sur le marché et quels sont les niveaux de prix que personnellement je vais vouloir observer au cours des semaines à venir. Donc on va d'abord faire un petit point de vue de contexte à court terme et ensuite on va dézoomer pour regarder sur le contexte un peu plus cyclique et notamment des éléments dont je n'avais pas parlé précédemment mais qui vont se révéler potentiellement être très très intéressants. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, premièrement, le cours du BTC est en train de se casser la binette, est en train de dégringoler, a manifestement invalidé le niveau symbolique des 100 000 dollars et est actuellement en train de plonger aux alentours des 95 000 dans une période de volatilité baissière qui est alimentée par les marchés dérivés et une cascade de liquidation longue, mais pas que, nous allons le voir dans un instant. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous signaler que, eh bien, la distribution de l'offre de Bitcoin, notamment on avait parlé ici de cette résistance aux alentours des 113, 100, grosso modo 110 à 112, 113, eh bien cette résistance a véritablement servi de résistance et le prix n'a pas réussi à la récupérer, ce qui a ensuite emmené une dégringolade du prix, une dégradation de la rentabilité à court terme et aussi bien sûr une prise de perte des investisseurs à court terme. Une autre manière d'observer la distribution ici de l'accumulation et les coûts de base sur le marché du Bitcoin, c'est avec notre ami l'URPD, donc la distribution des prix réalisés des UTXO, autrement dit de manière un peu moins barbare, simplement la distribution de l'accumulation, la distribution des prix auxquels les BTC ont été accumulés. Et quand on regarde cette zone, on se rend compte qu'en réalité, eh bien en fait, pour l'instant, le BTC continue d'évoluer dans un énorme amas de liquidités qui s'est amoncelé au fur et à mesure des derniers mois et qui est en gros, si tu veux, entre les 90 000, grosso modo un petit peu plus, on va dire 92, mais pour le bien de la science, on va dire 90 000, jusqu'à 120 000. Donc il y a une fourchette de prix de 30 000 dollars, c'est quand même fou, de 90 000 jusqu'à 120 000, où il y a énormément de BTC qui ont été accumulés, notamment des BTC qui ont été accumulés de la part des investisseurs à court terme. Et en fait, on a passé les 6 derniers mois quasiment à faire le yo-yo dans cette zone, à avoir un prix qui va au-dessus du coût de base de certains investisseurs, ce qui leur apporte un soulagement et ce qui leur permet du coup potentiellement soit d'acheter, soit de réaliser un profit. Et à l'inverse, on va faire un yo-yo plus bas où on va passer sous le coût de base de certains investisseurs où on va les faire rentrer dans une perte latente, ils peuvent paniquer et soit ils peuvent doubler et racheter leur mise, donc essayer de double down et d'acheter la baisse, soit justement ils réalisent une perte. On va voir quelle est la situation actuelle notamment, mais c'est un peu ce qui se passe depuis le dernier mois. On est en train de faire le yo-yo dans cette zone. Et pour l'instant, il n'y a rien qui indique qu'on serait en train de quitter cette zone, même si ça peut paraître surprenant d'un point de vue technique ou autre. Et il faut voir que si on quitte cette zone par le bas, d'abord, il faudra aller chercher une zone de liquidité aux alentours des 80 000, grosso modo 80 à 84 000. Et ensuite, la zone de liquidité encore plus basse, c'est là à 70 000. Donc en gros, si on descend en dessous des 90 000, donc là dans le range entre l'immense poche de liquidité entre 120 000 et 90 000, première target 84 000, 82 000, et ensuite on va directement aux 70 000, une poche de liquidité qui va à peu près des 70 000 aux 55 000 d'un point de vue d'accumulation on-chain. Une autre manière d'observer la distribution de cette liquidité, c'est de la séparer entre les exchanges, les investisseurs à long terme et les investisseurs à court terme. Notamment, ce qui va nous intéresser ici, c'est les investisseurs à court terme dont l'offre est répartie grosso modo entre allez, on va dire les 97 000 et les 120 000. Et vous pouvez voir que le prix actuel, qui est symbolisé par cette barre noire, eh bien, il est ici. Et où est l'offre des investisseurs à long terme? En fait, elle est tout au-dessus. Ce que ça veut dire, c'est que c'est très rare dans l'histoire, et on va le voir dans un instant, mais il y a quasiment 99%, la quasi-totalité de l'offre des investisseurs à court terme qui est en perte actuellement. Et donc ça, c'est un taux de stress à court terme qui est énorme. Ça indique une capitulation à court terme qui va être significative. Et pour illustrer ce propos, je peux vous amener sur le calcul du pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme. Et regardez-moi cette valeur. Le pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme est actuellement de 0,06. Je crois que c'est la première fois de mon vivant que j'enregistre, que je vois une telle valeur, c'est-à-dire qu'il y a 99,9%, voire plus du coup, des investisseurs à court terme qui sont en perte actuellement. Tous les investisseurs à court terme qui ont accumulé dans
la zone des 100 000 à 120 000, tous les investisseurs à court terme qui ont accumulé sur les 6 derniers mois sont en perte actuellement. Et autant on peut avoir des zones d'opportunité très intéressantes à l'achat lorsqu'on passe sous le seuil statistique des 25%, autant actuellement on est bien loin des 25%, on est à 0% quasiment de profit pour les investisseurs à court terme. Et si on regarde d'un point de vue historique, je vais essayer de dézoomer un petit peu, ça va paraître un peu fouillis peut-être, mais des valeurs proches de zéro comme ça, mais ça se retrouve quasiment pas. Voilà, peut-être ici, lors d'événements de volatilité très très importantes, par exemple ici, l'effondrement de Terra Luna. Il me semble que non, ça c'était Celsius. Oui, en avril, on avait ici la volatilité baissière à cause de Celsius. Après, on a eu Terra Luna et après, on a eu FTX durant le bear market de 2022. Et si on regarde à cette période-là, potentiellement, on avait des choses à peu près similaires, c'est-à-dire qu'on avait des valeurs qui étaient en dessous de 1%. Mais là, on est vraiment collé au plancher. Et si vous regardez, bah, la volatilité baissière, elle n'a pas été si importante que ça. Voilà, on est passé des 100 000 aux 95 000. À l'époque, on était passé, en l'espace de quelques jours, des grosso modo 30 000 à 20 000. Donc on avait une volatilité qui était beaucoup, beaucoup plus importante. On avait fait à peu près moins 50% en fait. Non, je me trompe peut-être. Je suis pas bon, là c'est encore le matin. Mais on avait en tout cas une volatilité baissière qui était beaucoup plus importante, ça se voit au niveau graphique. Alors que là, finalement, on a une volatilité baissière qui nous a fait baisser simplement des 100 000 ou 95 000. Mais ça a suffi pour faire atteindre un point de douleur extrême pour les investisseurs à court terme. Par curiosité, parce que je suis pas allé plus loin, je vais quasiment aller voir un peu plus bas. Littéralement, on est sur des valeurs qu'on retrouve d'habitude que sur des périodes de volatilité extrêmement basses durant des bear markets. Et donc, historiquement, après des valeurs aussi basses, on a tendance à avoir une reprise du prix, donc un soulagement, une reprise, parce que en fait, il y a tellement d'investisseurs à court terme qui sont en perte, il y a tellement d'investisseurs à court terme qui ont été liquidés et qui sont en train de capituler et de prendre de la perte en ce moment, et bien que mécaniquement, c'est une opportunité pour d'autres qui vont venir racheter leur perte, et donc la demande devient plus importante que l'offre, et ça peut amener à une reprise de volatilité haussière qui peut soulager le marché. Je suis pas sûr que ce soit le scénario à favoriser pour le moment, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais d'abord, je vais continuer un petit peu sur l'étude des investisseurs à court terme. Donc on a vu qu'ils étaient quasiment tous en perte actuellement, c'est clair. On est très très loin actuellement, enfin on n'est pas très très loin, mais on est quand même bien sous le prix réalisé des investisseurs à court terme qui se situe actuellement aux alentours des 111 000. Donc si on veut avoir un soulagement du prix à un moment ou à un autre, il faut au moins qu'on récupère ce niveau. On est encore plutôt loin de ce niveau actuellement, hein. On pourra le voir, mais je vais essayer de dézoomer encore un petit peu. Mais on se situe dans un contexte qui semble similaire à ce qu'on a pu connaître durant le début d'année 2025, c'est-à-dire qu'on plonge de manière prolongée sous le prix réalisé des investisseurs à court terme, et pour l'instant, on est dans une période de capitulation et de réalisation de pertes. Donc idéalement, il faudrait avoir un événement de volatilité haussière assez importante pour récupérer la courbe rouge, le prix réalisé des investisseurs à court terme, et à ce moment-là, on pourrait retrouver un momentum haussier. Ça, c'est pour la thèse optimiste dans un comportement de marché idéal, maintenant qu'on a atteint des valeurs extrêmement basses et statistiquement basses à court terme pour les investisseurs à court terme dans un contexte de marché à court terme, bien sûr. Eh bien, on pourrait arriver à retrouver cette zone si on avait un événement de volatilité haussière, et ça pourrait nous permettre d'avoir un momentum haussier qui est rétabli. Évidemment, ça c'est en théorie, on n'est pas encore tout à fait là-dedans, et on peut observer qu'on a encore pas mal de prises de pertes actuellement sur le comportement des investisseurs à court terme. Si je dézoome un petit peu pour comparer ça avec d'autres moments, on va se rendre compte que on est quand même sur des comportements de pertes qui sont pas extrêmes. On est loin de la prise de perte qu'on a pu avoir, notamment durant la volatilité baissière de août 2024 ou d'autres types de capitulation, par exemple pour les marchés baissiers précédents. On est même encore plus bas finalement que la réalisation de pertes qu'on a connue au cours de début 2025. Donc finalement, on est sur un événement qui est assez important en termes de prise de perte, mais qui n'est pas non plus dramatique. On a connu pire dans le passé. Mais là, on a quand même quelque chose de significatif, notamment parce que tous les investisseurs à court terme qui ont accumulé au cours des 6 derniers mois sont un peu dans la sauce, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ont du mal à conserver leur position, notamment du fait qu'on ait invalidé le niveau symbolique des 100 000 $. Je pense qu'il y a beaucoup d'individus qui ont décidé de quitter le marché en réponse au franchissement baissier de ce seuil, et c'est tout à fait compréhensible. Donc à court terme, dans l'ensemble, on a la quasi-totalité, voilà, la totalité de l'offre des investisseurs à court terme qui est en perte, donc 0% quasiment d'offres en profit. Ça nous montre bien
que le marché est dans une tendance, une dynamique, un momentum baissier. Le seul espoir de reprise haussière, ce serait qu'on récupère le prix réalisé des investisseurs à court terme qui est actuellement situé aux alentours des 111, 110 000. Et on voit que la prise de perte actuelle, parce que évidemment dans ce type de contexte, ils vont pas simplement garder leur perte et s'asseoir dessus, ils vont la réaliser. C'est le profil des investisseurs à court terme qui vont réaliser des profits rapidement, mais aussi réaliser des pertes rapidement. Eh bien, on voit que cette réalisation de pertes, elle est statistiquement assez importante, mais elle n'est pas aussi intense que les corrections qu'on a pu connaître en 2025 et durant les années précédentes. Donc finalement, même si c'est un contexte qui est très difficile pour les investisseurs à court terme, bah, ils prennent de la perte, mais pas non plus une perte qui est particulièrement conséquente. Si on devait avoir une continuation baissière, ce qui n'est pas le scénario que je favorise, mais qui doit quand même être envisagé, eh bien on pourrait envisager du coup une excursion par le bas de la zone de liquidité entre les 90 000 et les 120 000, et donc les targets seraient aux alentours pour commencer des 82 à 80, oui, grosso modo 82, 83 000 dollars, puis ensuite potentiellement plus bas vers les 70 000 dollars. Maintenant qu'on a fait le tour d'un point de vue à court terme, on va simplement faire un petit tour d'un point de vue cyclique pour observer encore une fois le comportement du marché dans un ensemble à plus long terme. Vous connaissez maintenant cette métrique qui s'appelle ici le juste prix, c'est simplement la moyenne cumulative de toutes les valeurs du prix réalisé qui est juste en bas. Donc en gros, on va prendre le prix moyen d'achat du marché, on va faire une moyenne de toutes les valeurs historiques et ça va nous donner un prix, entre guillemets, milieu qui nous permet de savoir si le marché est ancré dans une dynamique de bull market ou si peut-être il est en train de s'ancrer dans une dynamique de bear market. Historiquement, c'est vraiment un milieu qui permet de définir est-ce que le prix il est encore soutenable ou est-ce que là on commence à vraiment à ralentir et à s'ancrer dans une dynamique où il va falloir aller chercher des valeurs plus basses. Si vous regardez là, sur du long terme, ça a fonctionné quasiment sur tous les cycles et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas actuellement. Et qu'est-ce qu'on observe? Mais on observe qu'on a une première incursion du prix sous cette moyenne cumulative, sous ce juste prix. Et historiquement, cela a mené à la fin des bull markets. Donc là, du point de vue de cette métrique, mon interprétation, c'est qu'on pourrait commencer à observer des comportements qui vont s'ancrer dans un comportement de bear market. Ça reste encore à valider. On vient de faire la clôture de cette semaine. Je pense que la clôture de la semaine prochaine sera déterminante pour voir si on a un événement de volatilité haussière qui nous permet de récupérer les 100 000 dollars ou pas. C'est très simple pour moi. Si dans les 2 semaines, on ne récupère pas les 100 000 dollars et qu'on continue à baisser, notamment qu'on baisse aux alentours des 80, eh bien, il y a beaucoup de chances pour que, en fait, on vienne chercher des valeurs plus basses et simplement que le marché rentre dans une phase de bear market. Et d'un certain point de vue, il fallait s'y attendre. Ça fait quasiment 3 ans qu'on est en bull market. Le marché avait de la difficulté à augmenter, à pousser plus haut depuis un certain moment. Nous en avions déjà parlé. Et puis, si on regarde, en vrai, le marché, il est passé des 18 000 aux 125 000 en l'espace de 3 ans. Je crois qu'on a eu suffisamment de temps pour réaliser du profit. Donc, il serait tout à fait acceptable d'avoir un bear market d'1 an ou plus qui nous amènerait idéalement, potentiellement, vers les valeurs planchers que nous pouvons observer ici, qui sont déjà situées aux alentours des 50 000. Donc, objectif potentiellement mi-2026 en cas de bear market confirmé, eh bien 50, 60 000 dollars, ce serait quelque chose de tout à fait acceptable et ça serait une belle solde. Donc honnêtement, je serais tout à fait disposé à acheter du BTC à ce prix, voire même un petit peu plus haut. Et je vais vous montrer dans un instant. Simplement faire un point d'abord sur la rotation du capital maintenant qu'on sait que le marché est potentiellement sur le point d'entrer dans un bear market. Et dans tous les cas, je pense que tout le monde sur Twitter, de ce que j'ai vu, est déjà en train de parler de bear market et en train de paniquer. Bon, écoutez, pas vraiment besoin de paniquer, simplement il faut accepter le marché tel qu'il est. Pour l'instant, on a un comportement, une dynamique qui est particulièrement baissière. On est en train de perdre peu à peu tous les supports sur lesquels on pouvait se reposer. Donc il faut accepter que pour l'instant, le marché il n'est pas dans une dynamique haussière à court terme. Il est en train de perdre sa dynamique haussière à moyen terme et potentiellement de s'ancrer dans une dynamique baissière à long terme. C'est comme ça et donc d'un certain point de vue, il faut être capable d'accepter que d'ici les prochains mois, les prochaines semaines, on aura probablement des très très belles soldes et c'est aussi comme ça qu'il faut être capable de le vivre. En termes de rotation du capital, où est-ce que se loge le capital maintenant que le prix est en train de baisser? Alors il se loge un petit peu dans Bitcoin encore, Bitcoin continue à conserver une dominance plutôt acceptable. Il est clairement pas logé dans l'Ether qui est en train de perdre de la dominance. Il est clairement pas logé dans les altcoins qui gardent une dominance similaire pour l'instant. Mais on voit que les stablecoins sont en train d'augmenter en termes de dominance. Donc simplement, ce que ça veut dire, c'est que le Bitcoin reste roi. Il y a encore pas mal de capitaux qui sont en train d'être conservés sur Bitcoin, à part les investisseurs à court terme qui réalisent des pertes évidemment.
Sinon, à part ça, les autres crypto-monnaies, notamment l'Ether, sont convertis en stablecoin. Donc, j'ai pas regardé le cours de l'Ether, mais j'imagine que vu la perte de sa dominance, il doit être en train de plonger. Et manifestement, les stablecoins les altcoins sont plutôt stables en ce moment en termes de dominance, ce qui veut dire que potentiellement, il pourrait avoir des alts qui ont moins pris que d'autres, mais je pense que c'est aussi influencé par la surperformance de certains alts, notamment le Zcash qui a bien performé, du coup, qui doit influencer potentiellement aussi, parce il fait partie du coup du top potentiellement 15 ou top 20 des altcoins avec le plus de capitalisation en ce moment, donc peut-être que ça doit influencer cette métrique. Mais bon, dans l'ensemble, le capital reste surtout ancré dans Bitcoin et il flue aussi vers les stablecoins parce que, à part Bitcoin qui peut être considéré comme une forme de valeur refuge même durant ce genre de dynamique, eh bien, à part ça, l'Ether et les stablecoins ne sont pas très très alléchants en ce moment. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter d'un point de vue à court, moyen terme. Maintenant, je veux parler des investisseurs à long terme et de leur comportement de dépense. Nous observons actuellement, et on en avait déjà parlé au cours des dernières semaines, un comportement de dépense de la part des investisseurs à long terme qui est particulièrement appuyé, notamment au cours des dernières semaines. On peut voir ici un délestage massif de la part des investisseurs à long terme, notamment même en fait depuis novembre. En fait. Depuis novembre, là, ils ont décidé de vendre en masse et ça a certainement participé à plomber le prix du BTC parce que eux, quand ils vendent pas seulement quelques centaines de BTC, ils vendent des milliers. Hein. On était à 14 500 millions de BTC enfin 14, si c'est ça? Non, je me trompe. 14 500 BTC accumulés par les investisseurs à long terme au cours des dernières semaines et là, on est descendu à 14 300, pardon, donc on a 200 000 BTC qui ont été liquidés par les investisseurs à long terme juste au cours des 2 dernières semaines. C'est énorme, ça fait 100 000 BTC par semaine. Personnellement, c'est plus que mon patrimoine total, c'est considérable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'observer que la majorité du temps, durant les cycles précédents, eh bien, la distribution, elle se faisait durant les phases de volatilité haussière, c'est-à-dire qu'ils prenaient profit durant les fins de bull market et après, ils dégageaient. Typiquement, c'est ce qu'on a pu observer aussi en mars 2024. C'est ce qu'on a pu observer aussi en janvier 2025. Donc, à chaque fois qu'il y avait vraiment une poussée haussière, eh bien, ils en profitaient pour réaliser leurs profits. C'est ce qu'on a pu observer aussi au cours de juillet 2025. Mais là, et c'est une des premières fois que j'observe un tel comportement, eh bien, on a vraiment une intensité de la vente des investisseurs à long terme qui est concomitante avec non pas cette fois-ci un sommet local, mais un début de dégradation de tendance. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez important. Et j'aimerais souligner le fait que tant que les investisseurs à long terme n'ont pas ralenti leur pression de vente, honnêtement, à mes yeux, il n'y a pas particulièrement de chance que le marché ralentisse sa baisse. Donc un des moteurs les plus importants actuellement de la tendance baissière qui est en cours, c'est le fait que les investisseurs à long terme sont en train de dumper le marché de manière sévère à raison de plusieurs centaines de milliers de BTC par semaine. Un autre acteur dont je n'avais pas parlé, en fait, j'avais pas vraiment fait attention et je m'en excuse parce qu'en fait, j'aurais dû y faire plus attention. Là, notamment, c'est pas une faute professionnelle grave, mais je considère que j'aurais dû porter plus d'attention à cette donnée et que j'aurais dû vous en parler beaucoup, beaucoup plus tôt. Donc, c'est un peu un manque de pertinence de ma part et je ferai attention à l'avenir à mentionner ces données-là plus souvent. Mais c'est MicroStrategy. MicroStrategy, c'est quand même une entreprise qui détient un nombre très, très important de Bitcoin et qui, depuis un certain moment, en fait, est déjà passé à la vente. Vous voyez ici les petites bulles rouges, c'est les moments où MicroStrategy vend du Bitcoin. Les petites bulles vertes, c'est les moments où MicroStrategy achète du Bitcoin. Et en fait, MicroStrategy, depuis quasiment mai 2025, est dans un comportement de vente sans même avoir fait de communication particulière sur le sujet. D'ailleurs, hein, évidemment, c'est pas à leur avantage de dire qu'ils sont en train de vendre, mais bon, ils sont quand même en train de vendre depuis un bon moment. En fait, ça fait quasiment 6 mois que les investisseurs, donc plusieurs mois en tout cas depuis juillet, que à la fois les investisseurs à long terme et MicroStrategy sont en train de liquider leur position. Et donc ça, ça nous indique aussi potentiellement qu'ils sont en train de quitter le marché et qu'ils anticipaient potentiellement une baisse. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais dû vous mentionner plus tôt. J'en suis désolé, mais on va continuer d'observer ces métriques à l'avenir. Et notamment pour une raison, c'est que malgré le fait que le prix baisse, et même s'il continue à baisser, il y a 2 niveaux qui m'intéressent énormément actuellement. C'est notamment le coût de base de MicroStrategy, parce que je ne suis pas sûr que MicroStrategy aura envie de vendre à perte ses bitcoins. Et donc, il est tout à fait probable qu'on ait une réaction du marché, notamment de MicroStrategy, aux alentours de son coût de base, c'est-à-dire des 75 000 $ grosso modo. Et une autre métrique qui pourrait servir de support très intéressant, eh bien, c'est le coût de base moyen des ETF. On sait bien que les ETF, ils n'ont pas nécessairement envie non plus enfin, du moins les opérateurs des ETF qui ont accumulé durant les 2 dernières années,
eh bien, ils n'ont pas nécessairement envie de voir le prix du Bitcoin chuter sous leur prix moyen d'achat, qui est situé aux alentours des 80 000, 82 000. Donc, je vais vous donner 2 scénarios. Le scénario baissier qui fait peur, c'est un BTC qui continue de chuter jusqu'à atteindre les 80 000, 74 000 et après, miracle, on reprend. Donc ça, c'est vraiment une espèce de micro-apocalypse qui va nous emmener vers les coups de base moyens des acteurs les plus importants qui sont entrés sur le marché, des acteurs institutionnels les plus importants qui sont entrés sur le marché au cours de la dernière année. Et donc ça, ce serait hyper intéressant pour eux, c'est-à-dire de retrouver des valeurs de Bitcoin très très basses pour ensuite racheter en énorme volume et pumper le prix pour au moins récupérer les 100 000. Donc ça, c'est un scénario entre guillemets mi-douloureux, mi-positif, dans le sens où il nous faut une douleur maximale qui va atteindre le marché dans les semaines à venir pour ensuite rebondir. Ça, c'est honnêtement le scénario le plus, pas sain, mais le scénario le plus intéressant que je pourrais trouver, c'est-à-dire avoir une opportunité d'achat très intéressante entre les 80 000 et les 75 000 pour ensuite potentiellement avoir un rebond. Ça, c'est le premier scénario que je considère être le plus intéressant. Après, il y a un autre scénario, c'est simplement en fait qu'on fasse tout à fait fi de ces métriques et qu'ensuite on vienne chercher plus bas et aller du coup plutôt s'intéresser aux zones support historiques des bear markets qui sont actuellement situées aux alentours des 60 000 $. Dans tous les cas, la semaine prochaine sera particulièrement décisive et autant j'ai pas trop documenté ce qui se passait au cours des 2 dernières semaines parce que je considérais que le prix était en train de ranger et qu'il n'y avait pas grand-chose à dire et j'avais pas assez observé cette donnée. Autant la semaine prochaine, je vais m'engager à vous faire un suivi un peu plus régulier à court terme, notamment pour observer est-ce que le marché peut avoir une forme de soulagement avec une reprise haussière maintenant qu'on a une zone de capitulation à court terme qui est très très intéressante, ou est-ce que justement on a une continuation baissière. Donc là, ici, je voulais vous faire ce samedi un topo sur la globalité de ce qui se passe dans le marché et de ce que j'ai pu observer. Et puis, je vais vous faire des petits topos réguliers, soit sous forme de petites vidéos rapides, soit sous forme de petits posts durant la semaine prochaine. Et puis après, bien sûr, je vous ferai une autre vidéo samedi pour refaire un topo global. Mais sachez que ce qui m'intéresse ici le plus, c'est de voir si on va invalider vraiment la semaine prochaine le juste prix ici aux alentours des 100 000 ou pas. Si on l'invalide, pour moi, c'est bear market et on se retrouve plus tard après les soldes. Si on le récupère, il y a encore potentiellement une petite chance. Mais bon, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus en attendre trop du marché. Il y a beaucoup de personnes en ce moment, beaucoup d'acteurs qui sont en train de liquider et d'avoir une pression de vente très très importante sur le marché. Il y a beaucoup de spéculateurs sur le marché dérivé qui essayent encore de long le marché, ce qui peut amener des cascades de liquidation longues. Donc à la fois, on a une énorme vente spot et puis on a des marchés dérivés qui ne sont pas nécessairement favorables à un short squeeze. Donc pour l'instant, le contexte est plutôt en faveur d'une baisse, mais cette baisse va aussi, malgré que ça amène de la douleur, elle amènera encore une fois des opportunités. Simplement, les baisses pavent la route aux opportunités qui vont ensuite donner lieu à des rebonds aussi. C'est aussi simple que ça. Donc j'attends de voir ce qui va se passer la semaine prochaine avec impatience. Je vous remercie toujours pour l'attention que vous portez à Analyse on Chain. Je m'excuse de ne pas avoir été plus présent la semaine passée. J'aurais vraiment dû être un peu plus attentif vis-à-vis de la dynamique, notamment de MicroStrategy, parce qu'en fait, ça aurait donné un signal qui était quand même assez important et je pense que j'aurais dû faire plus gaffe à ça. Donc, mea culpa là-dessus. J'espère que vous accepterez mon amende honorable. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations et de suivi du marché. À bientôt. Bon week-end à tous.